Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans Impact, consacré aujourd'hui à la garde à vue. En 2009, près d'1 million de personnes ont été placées en garde à vue. Très concrètement, cela représente une personne majeure sur 50. C'est dire l'importance capitale de ce sujet. En 3 mois, de juillet à octobre 2010, les plus hautes instances juridiques, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, ont déclaré qu'en l'état actuel, la garde à vue ne garantissait pas les droits fondamentaux et en particulier le droit d'être assisté par un avocat. D'ailleurs, le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que la garde à vue n'était pas conforme à la Constitution. Car en effet, la garde à vue se doit d'assurer un équilibre entre, d'une part, les nécessités d'un travail d'enquête conduit par la police et, d'autre part, les droits d'individus, certes interpellés, mais qui n'en demeurent pas moins présumés innocents. C'est cet équilibre qui est aujourd'hui en débat. Pour en parler, je reçois aujourd'hui l'avocat Camille Ahéry, auteur d'une étude sur la garde à vue pour l'Institut Montaigne. Impact, c'est tout de suite. Camille Ahéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat depuis 14 ans, vous êtes spécialisé en contentieux, vous avez été secrétaire de la conférence du barreau, je crois. Vous êtes aujourd'hui avocat associé au sein du cabinet Auguste et de Bouzy. Vous êtes l'auteur pour l'Institut Montaigne d'une étude sur la garde à vue. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir sur le plateau d'Impact. Commençons par une première question très factuelle. À quoi ça sert la garde à vue? Pourquoi les policiers placent-ils des gens en garde à vue? La garde à vue, c'est un acte de procédure. C'est un des premiers actes de procédure qu'autorise la procédure pénale française. Et c'est une procédure par laquelle un officier de police judiciaire peut appréhender une personne contre laquelle il existe des charges d'avoir commis une infraction ou un crime, un suspect, pendant 24 heures et jusqu'à, en fonction de la gravité des faits, 96 heures. Est-ce que cette procédure d'enquête conduite par les policiers est contrôlée par quelqu'un? Le procureur, qui est un magistrat, intervient au moment et dans l'hypothèse d'un renouvellement de la garde à vue. Près d'1 million de personnes placées en garde à vue en 2009. Alors, on a beaucoup d'incertitudes avec ce chiffre parce qu'il n'y a pas, me semble-t-il, de statistiques officielles. Enfin, tout de même, 1 million de personnes placées en garde à vue, donc privées de leur liberté, encore une fois, et présumées innocentes, c'est considérable. Comment arrive-t-on à un tel chiffre? Bon, d'abord, c'est 1 million ou à peu près de garde à vue. Ça peut toucher plusieurs personnes, enfin la même personne plusieurs fois. C'est un instrument qui est assez facile à mettre en œuvre, puisqu'il suffit qu'il y ait un indice dans l'esprit des officiers de police judiciaire pour qu'ils puissent décider de ce placement en garde à vue. Et puis c'est un instrument qui est utile parce que pendant toute cette période, et à part quelques rares parenthèses au cours desquelles la personne peut s'entretenir ou bien avec un avocat ou bien avec un médecin, recevoir une visite d'un médecin. Avec un avocat, c'est combien de temps? Une demi-heure à la première heure de garde à vue. Et est-ce que l'avocat, que peut faire l'avocat? Est-ce qu'il a accès au dossier? Non, il n'a pas accès au dossier. Non, donc l'avocat ne sert à rien. Son rôle est très symbolique. C'est un rôle pour expliquer à ce stade très avancé ou très préliminaire plutôt, de la garde à vue en quoi ça va consister, mais il n'a pas accès au dossier. Et à ce moment-là, en général, le suspect n'a lui-même pas encore été pleinement interrogé sur les faits, donc il est incapable de véritablement dialoguer avec son conseil. On est passé de 500, 600 000, là encore, prenons beaucoup de précautions avec ces chiffres, quelques années garde à vue, à près d'1 million, on vient de le dire. Pourquoi cette explosion? Quels sont les facteurs d'accroissement aussi substantiels de la garde à vue? Parce que c'est un instrument qui est utile dans l'esprit des enquêteurs et qu'il est facile à mettre en œuvre. Des policiers, donc. Des policiers, absolument. Il fait l'objet d'un faible contrôle. Et en plus, comme vous le soulignez vous-même, dans la mesure où il n'y a pas véritablement de chiffres de la garde à vue en France, c'est un instrument qu'il est difficile d'évaluer et dont il est difficile d'évaluer de l'utilité pour pouvoir la mettre en cause. Et c'est probablement cette liberté et cette absence de contrôle sur la garde à vue, que ce soit un contrôle juridictionnel ou même un contrôle strictement sociologique, qui fait en sorte que le nombre de gardes à vue a explosé. Et c'est d'ailleurs un des points qui a été relevé par le Conseil constitutionnel. Absolument. Un des arguments des policiers par rapport à cet accroissement très important du nombre de gardes à vue, c'est quelque chose de très positif pour les citoyens. C'est l'augmentation du taux d'élucidation. Les policiers disent que si le nombre de gardes à vue augmente, eh bien c'est parce que les policiers font mieux leur travail, en quelque sorte. Est-ce que c'est juste, de votre point de vue? Je pense que c'est inexact. Et je pense d'ailleurs que le problème ne se pose pas comme ça, puisque le
problème de l'élucidation est sans rapport avec le respect des droits de la défense. Il existe des pays qui ont de très beaux taux d'élucidation et dans lesquels l'avocat est aux côtés de la personne suspectée pendant toute la durée de cette phase préliminaire. Mais en toute hypothèse... Phase préliminaire d'enquête. D'enquête, absolument. Mais en toute hypothèse, il n'y a même pas en France de définition précise de la notion d'élucidation. Donc, nous avons une sorte de nébuleuse d'informations et de définitions en matière de garde à vue. Et je pense, encore une fois, que le problème n'est pas le fait de comparer le nombre des gardes à vue avec un éventuel pourcentage hypothétique d'élucidation, c'est d'être en conformité avec les normes internationales en matière de droit de la défense. Vous le soulignez il y a un instant, c'est cette question des droits fondamentaux d'individus interpellés, placés en garde à vue, néanmoins présumés innocents, qui fait aujourd'hui débat, et en particulier le rôle de l'avocat. Quels sont, très concrètement, à ce stade des opérations, les droits du gardé à vue? Alors, ils sont au nombre de 3 ou 4 en réalité, mais seulement 3 d'entre eux lui sont rappelés. Oui. Le droit de rencontrer un avocat pendant une demi-heure, première heure de garde à vue, puis en cas de renouvellement, le droit de voir un médecin, le droit de faire prévenir un proche par l'un des officiers de police judiciaire présents, et surtout le droit au silence. 2 de ces droits sont aujourd'hui problématiques, en droit et dans les faits, me semble-t-il, le droit d'être assisté par un avocat, bien sûr, et le droit au silence, plus exactement la notification par l'officier de police du droit au silence. Est-ce que c'est ça dont vous réclamez le changement, la modification? Bien évidemment, et même au-delà, un accès au dossier. Mais en ce qui concerne ces 2 droits-là, il existe un certain nombre de décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme qui siège sur le territoire français et qui est composée également de magistrats français et qui, depuis plusieurs années, a condamné un certain nombre d'États dont les procédures étaient similaires aux nôtres et dans lesquelles l'avocat était absent de ces phases initiales de l'enquête. Totalement absent. Absolument, ou résiduellement présent, mais trop résiduellement. Et par ailleurs, le droit au silence, qui est un droit qui est constitutionnel, qui est un droit qui est rappelé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui est le droit de ne pas s'incriminer soi-même. Droit au silence, ça veut dire que l'individu interpellé peut ne pas répondre aux questions qui lui sont posées par le policier. Absolument. Voilà. Et ce droit existe, simplement, il n'est pas rappelé, il n'est pas notifié officiellement dans le cadre de la garde à vue, ce qui est assez insolite, puisqu'il faut être spécialiste de procédure pénale et savoir que l'on bénéficie de ce droit lorsqu'on est mis en garde à vue. Justement, les policiers rétorquent que pour les nécessités de l'enquête, pour accomplir correctement le travail d'investigation, ils ne doivent pas être paralysés, parasités par la présence soutenue, continuelle de l'avocat. Et dans certains cas même, ils doivent avoir une certaine latitude dans la manière dont ils interrogent des individus qui sont des suspects dans le cadre de procédures d'interpellation. Ce point de vue des policiers, est-ce qu'il vous paraît pertinent ? Il ne me paraît pas pertinent. L'avocat est présent dans des phases contradictoires de la procédure. Lorsqu'on est mis en examen devant un juge d'instruction, l'avocat est présent. Lorsqu'on est interrogé par un juge d'instruction, l'avocat est présent. Lorsqu'on est interrogé dans le cadre d'une audience, l'avocat est présent aux côtés de la personne mise en examen, entendue, prévenue d'un délit ou accusée d'un crime. Ce n'est pas pour autant que la manifestation de la vérité ne se fait pas. Nous ne sommes pas des obstacles à la manifestation de la vérité. Nous souhaitons juste que la personne qui est suspectée et qui est seule et dans l'inconnu soit au moins assistée de quelqu'un qui peut l'accompagner dans cette phase. Parmi les propositions que vous formulez, l'une d'elles vise à réduire le nombre de gardes à vue. Je reviens un instant aux chiffres. Sur le million de gardes à vue recensés plus ou moins en 2009, il y a à peu près 200 à 250 000 gardes à vue en vertu de délits routiers, d'infractions au code de la route, c'est-à-dire de délits mineurs. Je pense qu'on peut les caractériser de cette manière. Vous proposez de sortir ces délits-là du périmètre de la garde à vue. L'une des propositions que nous avons formulées dans le cadre du rapport, c'est de faire en sorte que la garde à vue ne soit initialement ouverte qu'aux délits, et a fortiori au crime, passible de plus de 3 ans d'emprisonnement. Certains proposent 1 an. Oui, mais il y a très peu de délits qui sont passibles d'exclusivement 1 an d'emprisonnement. Donc le changement serait relativement marginal. Et nous souhaitons également intégrer une sorte de critère qualitatif. Il faut effectivement qu'il y ait non seulement 3 ans d'emprisonnement, mais également une sorte d'atteinte à la sûreté publique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un risque, parce que la garde à vue, encore une fois, est une forme d'enfermement, et qu'il n'est pas indispensable dans des matières qui ont déjà fait l'objet d'un début d'enquête
de mettre en garde à vue quelqu'un pendant 24 à 48 heures. J'aimerais juste insister sur un point, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en débattre encore. Il y a en France un déséquilibre entre la perception que les citoyens ont de la peine telle qu'elle est prononcée, parce que les tribunaux français sont globalement mesurés. En revanche, notre procédure pénale est très coercitive, et le sentiment de pression pénale vient davantage de la procédure que de la peine. Il faut donc agir sur la procédure pour que le sentiment de tranquillité du citoyen et de confiance dans la justice soit amélioré. Une deuxième proposition que vous formulez, celle de renforcer le rôle de l'avocat au cours de la garde à vue, dans le déroulement de la garde à vue, et de passer d'une absence ou d'une présence symbolique de l'avocat, comme vous le disiez un instant, à un rôle d'assistance à un individu, encore une fois, qui est présumé innocent. Comment ça peut se dérouler, comment ça peut s'organiser? L'avocat sera présent dès la notification des droits, aux côtés de son client. Il assistera aux auditions, on pourra, le cas échéant, formuler des observations. L'avocat n'est pas une personne qui interrompt systématiquement son client lorsqu'il est en train de répondre à des questions ou qui interrompt celui qui pose les questions. Nous savons comment ça se passe dans un débat contradictoire où l'avocat est présent. Nous continuerons à respecter ces règles. En revanche, il est important aussi que l'avocat puisse avoir accès aux éléments du dossier dont dispose à ce moment-là l'enquêteur, de manière à ce qu'il puisse lui-même intervenir s'il y a un problème d'interprétation sur un certain nombre de faits ou sur un certain nombre de déclarations préalables. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une justice à deux vitesses? Je veux dire par là que d'un côté, nous aurons des individus placés en garde à vue qui pourront se payer, si j'ose dire, un avocat, et d'autres, pour des délits souvent très importants, qui ne le pourront pas et qui auront encore accès à des avocats commis d'office, qui n'interviendront pas de la même manière que la première catégorie dans la procédure. D'abord, il y a des avocats commis d'office qui le font avec énormément de bonne volonté et qui sont de très bons professionnels. Donc je ne pense pas que parce qu'on a un avocat commis d'office, on est forcément moins bien défendu. Mais qui ont souvent une activité professionnelle en parallèle qui peut les empêcher. Mais je n'ai absolument aucune inquiétude sur la capacité de la communauté des avocats et des défenseurs à accompagner leurs clients dans le cadre de cette nouvelle garde à vue. Nous serons présents. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème d'inapplicabilité de cette réforme que vous préconisez? Vous connaissez les conditions de travail des policiers, les conditions d'insalubrité d'un certain nombre de commissariats. En l'état actuel des moyens dont dispose la police, il n'y a pas de lieu réservé à l'avocat, alors même qu'il n'intervient que 30 minutes. Je parlais d'un certain, pas de tous les commissariats, mais en tout cas d'une grande partie d'entre eux. Est-ce que ce n'est pas avant tout une question de moyens dévolus à la police, dévolus à la justice, qui sous-tend ce problème de la garde à vue? Alors d'abord, pour que l'avocat puisse rencontrer son client et l'assister, nous n'avons pas besoin d'un dispositif particulier. Nous le voyons une demi-heure, nous pourrons rester avec lui un peu plus longtemps. Donc c'est la première chose. Et par ailleurs, lorsqu'il y aura de la place pour 2 personnes dans une salle, il y aura de la place pour 3 personnes. Et surtout, je ne vois pas en quoi le manque de moyens doit nous amener à niveler par le bas les droits que nous offrons à nos concitoyens. Ce sera à nous de nous adapter, ce sera à la chancellerie, au ministère de l'Intérieur, au budget, de réfléchir aux nouvelles conditions d'élaboration de l'œuvre de justice en France. Et nous ferons comme tous les pays, nous nous équiperons, nous changerons et nous ferons en sorte que nous serons enfin aux normes internationales en la matière. Sur l'ensemble de ces éléments, Camille Haïry, est-ce qu'il y a en Europe des bonnes pratiques? Est-ce que certains pays sont plus exemplaires que d'autres et à tout le monde que nous? L'exemple que je prends le plus souvent, c'est celui de l'Espagne, qui est une jeune démocratie et qui, dès l'avènement de la démocratie au début des années 80, a institué un régime de garde à vue dans lequel... Et qui a un système pénal comparable au nôtre, qui a un système pénal absolument inquisitoire, dans lequel l'avocat est présent et qui a même réussi à appréhender la question du terrorisme, qui est un problème fondamental en Espagne. Nous avons des problématiques de terrorisme en France, il y a des exceptions à notre procédure. Nous avons des procédures d'exception. En Espagne, on a parfaitement réussi à appréhender le problème en instituant des listes d'avocats commis d'office et dans lesquelles l'avocat qui interviendrait aux côtés de celui qui est présumé avoir participé à une action terroriste est tiré au sort de manière à éviter que ce soit toujours les mêmes avocats, des réseaux qui viennent aux côtés de leurs clients et qui puissent permettre, le cas échéant, de violer le secret de l'instruction et de transmettre des informations. Donc l'Espagne est un remarquable exemple de ce point de vue-là. Camille Haïry, merci beaucoup pour cette conversation. Merci à vous. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.